Alors, il faut être prudent, car faire du beau pour que du beau, ça a ses limites. Euh, c'est là où il va falloir compléter ce merchandising de séduction. Le client qui va chercher dans le rayon, il va chercher parce qu'il va se dire ils ont encore réimplanté le produit et il va perdre du temps pour rien. Insatisfaction client. Alors oui, la base du merch et notamment le merchandising promotionnel, plus tu massifies, plus tu scénarises. Alors là, on va carrément plus loin, mais plus tu massifies, plus tu vends. Hein. Plus tu as de produits, plus de masse tu as, plus tu vends. Bonjour et bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un moteur de performance pour votre marque, vos produits ou votre point de vente ? Je suis Adrien Bernard, directeur merchandising et fondateur de l'entreprise AB Merchandising. Et je vous propose de découvrir comment un merch pensé intelligemment, en co-construction avec les marques, les distributeurs et les clients, peut faire toute la différence. Pour toutes ces bonnes raisons, adopte une approche orientée client et terrain. Dans chaque épisode, je partage des bonnes pratiques, des tendances et des insights pour vous aider à mettre en place des linéaires efficaces et des expériences clients réussies. À travers des interviews et des tables rondes, découvrez des experts passionnés et passionnants qui partagent leur vision du merchandising et des idées concrètes pour relever les défis du retail. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour prolonger la discussion, retrouvez-moi également sur LinkedIn et sur Instagram. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Rovira, auteur de l'ouvrage Gérer un rayon et un point de vente aux éditions Duno. Dans cet épisode, nous allons revenir avec Philippe sur les fondamentaux du merchandising et surtout appuyer sur le rôle clé dans la performance commerciale des points de vente. Nous allons donc aborder plein de choses, les bases du merchandising, l'impact visuel, l'analyse de la performance, mais également le rôle du merch dans la fidélisation. Et donc, pour ce nouvel épisode de Pour toutes ces bonnes raisons, j'ai le plaisir et l'honneur de te faire participer, Philippe. Donc, encore merci et bienvenue sur le podcast. Bonjour Adrien, merci de cette invitation. Ça me fait plaisir de participer à ton podcast. Bon, on a en tout cas une chose en commun, c'est la passion pour le merchandising et le retail. Donc, je suis ravi qu'on puisse en discuter sur ces quelques minutes. Philippe, pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et partager ton parcours et, voilà, pour que les auditeurs te connaissent tout simplement. Alors j'ai travaillé 20 ans dans la grande distribution, donc comme tu peux l'imaginer, le merch, ça a été l'une de mes pratiques régulières. Surtout que, bon, j'ai connu enseigne centralisée comme enseigne totalement indépendante, même si l'essentiel de mon parcours, je l'ai plutôt fait dans les enseignes indépendantes de type donc U, Inter, et j'ai passé pas mal de temps dans l'enseigne Leclerc. Alors j'ai démarré au bas de l'échelle, j'ai fait des remplacements, donc je mettais des boîtes de conserve en rayon et au gré des remplacements et des absences, je suis resté quelque temps dans ce poste-là et ensuite progressivement au fil des années, j'ai grimpé, j'ai progressé dans la hiérarchie du point de vente. J'ai travaillé à la fois dans le secteur alimentaire, dans le secteur non alimentaire et donc comme je te l'évoquais, dans des enseignes indépendantes comme dans des enseignes intégrées. Au bout de 20 ans, voilà, j'avais fait un peu le tour, j'avais envie de créer quelque chose qui m'appartenait. J'avais envie de partir dans la formation parce que j'avais déjà touché à la formation dans l'enseigne à laquelle je travaillais puisque j'accompagnais les nouveaux adhérents dans la création et le développement de leur nouveau point de vente. Donc j'ai décidé de créer, donc de sortir du réseau, de créer un organisme de formation spécialisé dans le retail. Donc, ce que je fais depuis maintenant plus de 10 ans, j'accompagne les managers, les directions des points de vente dans le développement de leur performance commerciale et managériale. En parallèle de ça, j'écris aussi pour la presse professionnelle. Je réalise des podcasts, comme avec toi, par exemple. J'écris et je réalise des podcasts avec d'autres professionnels de la presse professionnelle. Et j'écris aussi des ouvrages spécialisés sur les retail. J'en ai un donc qui est sorti cet été qui s'intitule Gérant rayon et un point de vente et les clés de la performance.
Et un deuxième que je viens de finir d'écrire et qui sortira l'année prochaine toujours aux éditions Duno et qui s'intitule Manager une équipe dans un point de vente, les clés de la performance. Donc tu vois, une expérience dans le retail, une expérience terrain et que ce soit mes formations ou que ce soit mon ouvrage, c'est le côté très opérationnel qui ressort. Ouais, ouais, c'est vraiment ce qui transpire de tout ça, ouais. Bon, en tout cas, moi, j'étais resté sur, tu étais en train d'écrire le prochain livre, non, non, là, ça y est, c'est en cours d'impression, quoi, si je te suis. Oui, ça y est, l'écriture est terminée, c'est chez l'éditeur et effectivement, donc là maintenant c'est le travail est fait de leur côté maintenant. Bon, du coup, bon, j'imagine tu as l'habitude de faire tes courses en magasin. Si tu devais, partager une expérience d'achat, elle peut être bonne comme mauvaise, hein, mais voilà, une expérience d'achat, un moment fort que tu as pu avoir, en tant que consommateur, ça serait quoi? Oh, une expérience récente, puisque je vais rester sur quelque chose de positif et de plutôt récent, dans une enseigne que j'aime beaucoup, Decathlon, Ouais. alors au-delà des concepts merchandising et du nouveau concept d'ailleurs qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder ensemble pendant ce podcast, c'est aussi l'expérience client. Voilà, le merch alimente l'expérience client, mais il n'y a pas que le merch, bien évidemment. Il y a la disponibilité des vendeurs et des vendeuses, il y a l'expertise, il y a l'accompagnement, le conseil. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai eue et qu'on retrouve assez régulièrement dans l'enseigne Decathlon, avec cette expertise-là, cet accompagnement, oui, c'est une expérience qui est très positive, sans parler de l'encaissement avec la RFID où tu fais un encaissement très rapide, autonome, avec toutes les vertus que la RFID peut avoir dans la gestion d'ailleurs commerciale du point de vente. Donc ouais, une expérience aboutie, une belle expérience que j'aime bien dans l'ancien Decathlon. Alors je rebondis sur, ce que tu évoquais, la partie encaissement et je trouve que, enfin, pour avoir encore été récemment sur un magasin Decat, c'est toujours ce qui m'impressionne le plus. Enfin le passage en caisse est tellement fluide, tellement facilitant, enfin, c'est incroyable et je retrouve rarement en tout cas cette expérience, de fin de parcours et de d'encaissement, ailleurs. Tu sais, c'est rendu possible grâce à des tags qui sont positionnés sur les produits. Ouais, Ces tags ont plusieurs vertus au-delà de l'encaissement qui se fait avec une reconnaissance et une lecture par radiofréquence. Tu déposes ton produit et l'algorithme détecte le produit et automatiquement facture le produit. Tu as tellement de vertus. Tu as la traçabilité qui est facilitée. Tu as la géolocalisation du produit qui est facilitée dans les réserves comme dans le rayon. Tu as donc un état des stocks qui peut se faire à l'instant T. Tu as également un inventaire. Alors ça m'a toujours fait rêver. Un inventaire que tu fais d'un avec entrepôt la de 10 000 raquette, mètres carrés, tu le fais en quelques minutes. Tu ouais, prends une raquette, tu tends le bras, tu passes dans ton entrepôt et tu récupères, grâce à cette communication en radiofréquence, toutes les données qui sont stockées sur les palettes. Alors au-delà de la fiabilité, tu as une productivité extraordinaire. Donc la RFID est en cours de développement. Decathlon là déjà depuis des années. On a des enseignes qui commencent à se positionner. Oui, ça sera, je pense, une technologie de demain qui sera généralisée, même dans l'alimentaire. mmh mh. Alors, on est là, pour parler merchandising et je vais te poser tout de suite là la question, on va mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. Heu, Aujourd'hui, selon toi Philippe, c'est quoi la vision, du merchandising? Ouais, est-ce que c'est plutôt un point de difficulté? Est-ce que c'est un levier de croissance identifié? C'est quoi ta vision là-dessus? Et ensuite on va pouvoir, rentrer un peu dans le cœur du sujet. Alors, pour moi, le merch rentre totalement dans l'adéquation de la performance du point de vente. Je définis d'ailleurs dans mon ouvrage, je définis le merchandising comme un véritable vendeur silencieux. Si on a été performant dans la localisation des familles de produits, des rayons dans le point de vente, mais aussi dans la localisation des produits dans le rayon, finalement, le merch va servir comme un véritable guide, va assister le client dans son processus de choix, va inciter le client à acheter plus ou moins tel produit, forcément mieux margé pour nous. Donc, un véritable vendeur silencieux. Oui, c'est un rôle fondamental. Pour moi, je considère le merchandising comme une double vertu. Ça alimente la performance économique du point de vente,
grâce notamment au merchandising de gestion que nous aurons très certainement l'occasion d'aborder, c'est-à-dire augmenter la rentabilité au mètre carré, au mètre linéaire développé, hein, on descend jusque-là, et comment y parvenir, on va en parler ensemble. Et la deuxième chose, c'est aussi, au-delà de l'outil de performance économique que je viens d'évoquer, un outil de différenciation concurrentielle, Adrien. Car aujourd'hui, les concepts merch, les nouveaux concepts merch pleuvent. Et l'objectif, au-delà de la performance économique, c'est comment se différencier, comment créer une signature expérientielle, comment faire en sorte que le client qui nous visite garde en mémoire sa visite et bien évidemment génère du good buzz et revienne dans le point de vente. Donc tu vois, au travers de ces deux dimensions, oui, le merch a une place de choix dans les stratégies commerciales et la stratégie tout court de tout distributeur dans le monde du retail. Ouais, complètement. Et du coup, dans ton livre, voilà, tu évoquais les différents, typologies de merchandising. Ouais, je vais te laisser, du coup, les évoquer et revenir dessus. Moi, en tout cas, cette partie-là, je l'ai, particulièrement appréciée, parce que, tu vois, tu en cites plusieurs, dont un que je trouve, souvent oublié, souvent occulté, qui est, le mark le merchandising un peu client, prise de parole, marketing du point de vente. Mais voilà, je te laisse en tout cas revenir dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents, types de merchandising et comment finalement ça répond aussi aux besoins, dans le point de vente? Ok, alors effectivement, on en a quatre de merchandising qui contribuent encore une fois à la performance et à la différenciation concurrentielle. Le premier, c'est ce qu'on appelle le merchandising d'organisation, c'est-à-dire comment on a organisé le point de vente, où est-ce qu'on a mis telle ou telle famille de produits, comment on a géré le parcours client, hein, donc les circuits que l'on observe. Le flux client dans le point de vente, le COS également, le coefficient d'occupation du sol, c'est-à-dire l'emprise au sol des gondoles. Est-ce qu'on privilégie l'expérience d'achat dans le confort et la liberté de déplacement, ou est-ce qu'on privilégie d'avoir des assortiments les plus longs possibles, larges et profonds, et forcément avoir des supports pour les entreposer, quitte à réduire un tout petit peu la largeur des allées. Tu vois, deux politiques qui sont totalement différentes. Donc c'est ça, le merchandising d'organisation, et ça alimente une véritable signature expérientielle. Alors je peux peut-être te donner Ouais, avec quelques plaisir, exemples. On a comme signature, c'est-à-dire comment on organise les familles de produits. On peut prendre l'exemple de Migros ou encore d'Intermarché avec le dernier concept qui date de 2019, FabMag, avec le fait de privilégier, alors pour FabMag, de privilégier le frais, et notamment le trad, et d'attaquer tout de suite par le frais, notamment le fruits et légumes, plutôt en entrée de magasin. On retrouve ça d'ailleurs hein, chez Migros. Donc ça fait partie, c'est une signature d'enseigne, une signature d'un concept. Et ça alimente donc ce qu'on appelle le merchandising d'organisation, savoir où est-ce qu'on entrepose telle ou telle famille de produits, en l'occurrence c'est les produits frais, en entrée de magasin. Au-delà de ce merchandising d'organisation, nous avons le merchandising de séduction. Alors souvent, une dimension assez réductrice du merchandising, hein. On a tendance souvent à l'assimiler, le merch, au merchandising de séduction, c'est-à-dire faire du beau, attirer exactement. l'œil, jouer sur l'éclairage, les couleurs, les packaging, la masse, la scénarisation, jouer sur ce qu'on appelle le marketing sensoriel, avec les cinq sens qui vont être sollicités par ce marketing et par ce merchandising. Alors, il faut être prudent, car faire du beau pour que du beau, ça a ses limites. C'est là où il va falloir compléter ce merchandising de séduction par d'autres thèmes, notre typologie que je t'évoquerai plus tard. Mais par contre, inévitablement, il faut qu'on joue sur les cinq sens. Il faut que le client se rappelle, en s'appuyant sur ses sens, de sa visite, de son expérience d'achat dans le point de vente. Inévitablement, le merchandising de séduction contribue à la performance. Donc, alors on a des tas de concepts et des nouveaux concepts qui ont été développés. On aura peut-être le temps d'en parler, mais si je dois te citer un point de vente dans l'ancien Leclerc,
Alors, je t'en citerai deux parce qu'ils font partie de la même école, le Leclerc de Clermont-Ferrand et plus récemment le Leclerc d'Ajaccio, qui Ouais. de mémoire a ouvert ses portes en 2019, je crois, si je me trompe pas. Alors là, un concept, alors je reste sur Ajaccio, oui, qui en jette plein les yeux, que ça soit la forme des gondoles, que ça soit des corners, la cave extraordinaire, une cave à eau, bref, Et, tu l'as visité, tu as eu l'occasion de le ouais, visiter? oui, oui, de souvenir, j'y étais l'année dernière et j'allais dire la cave à eau. Moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Voilà, un espace dédié aux bouteilles d'eau. Enfin, incroyable. Vraiment, Oui, alors après, tu as aussi des formes de gondoles qui sont travaillées. Par exemple, dans le rayon oui. textile, tu as des petites alcôves qui peuvent ainsi être destinées à des sous-familles de produits. Tu as de la gondole, donc nouvelle génération. Tu as un éclairage naturel. Par contre, tu vois, et ça fait partie de l'école de Clermont-Ferrand, zéro ILV, zéro PLV, zéro palette au sol, aucune affiche. Pas de devant de caisse, c'est-à-dire un point de vente qui est totalement dépollué parfois de cette agressivité visuelle que représentent des multitudes d'affiches d'ILV ou de PLV. Alors là, c'est donc deux écoles, hein, il y a du pour et du contre. Alors je vais te donner mon avis, qui reste, si c'est simplement mon avis, bien évidemment, hein. Je pense que c'est trop, en fait, c'est too much. Il y a un juste Ouais. milieu qui peut être atteint. Et d'ailleurs, on va faire le parallèle avec le troisième type de merchandising, qui est le merchandising de communication. Et comme ça nous fait la transition avec ce troisième type. En fait, toute la signalétique d'un point de vente a pour mission d'orienter le client, de faciliter la localisation des familles de produits, voire des produits. Mais également, tu as aujourd'hui des ILV qui nous sont proposés par nos fournisseurs, et gracieusement, hein, en plus, hein, aucun investissement pour le point de vente, hein, des ILV qui te permettent de segmenter ton offre et d'améliorer la lisibilité de ton rayon. Et donc, c'est un confort aussi pour le client, forcément. Je t'en cite une dernière, je crois que c'est sorti l'année passée, l'ILV de Mondelez dans le rayon biscuits, Ouais. qui est sublime. Voilà, rétro-éclairé, avec des frontons impactants, qui segmentent bien les goûters fourrés, des biscuits pour petit déjeuner, ou toutes les autres sous-familles qui peuvent exister dans ce rayon-là. Mais lorsque le client rentre dans le rayon, à l'aide d'un seul coup d'œil, il peut segmenter l'offre et se diriger tout de suite en quelques secondes vers la famille de produits qu'il recherche. Je peux te dire que cette segmentation n'est pas toujours évidente dans certains points de vente où il est très compliqué de s'y retrouver et de retrouver le produit que l'on recherche. Donc, tu vois, on a ce merchandising de relations. Je te disais, le cas d'Ajaccio est magnifique, mais voilà, chacun aura son avis sur l'absence totale d'ILV et de PLV ou y aller avec parcimonie parce que il est clair que si tu donnes le feu vert à ton manager de rayon, de mettre allez, un quart de palette en joue de TG, de mettre du stop rayon, de mettre de l'ILV, ben, tu dis oui un matin et 2 mois après, tu te retrouves avec un rayon où il y en a 50 000, où tu n'y vois finalement plus rien. Donc, c'est pour ça que sans tomber dans des excès, je pense qu'il y a quand même une réelle utilité au travers de ce merchandising de relations qui, je te le rappelle, est là pour orienter, mais qui est là aussi pour communiquer des informations aux clients. Alors, dans ce merchandising de relations, tu as les étiquettes, bien sûr, les étiquettes prix, qui aujourd'hui sont, les nouvelles générations peuvent communiquer aux clients énormément d'informations, mais tu as également alors les supports que j'évoquais, il y a le levé signalétique, mais tu as aussi par exemple, des flashcodes. Un flashcode qui va faciliter le repérage du produit au client et qui va faciliter son choix. Je te donne, tiens, un exemple. Dans le rayon non alimentaire, une famille de produits qui est assez anxiogène pour le client, la colle. Difficile hein, de segmenter cette offre, difficile de s'y retrouver. Mais on invite le client à flasher donc un code en entrée de rayon. Il lui suffira simplement sur son smartphone de préciser le support sur lequel il souhaite coller un produit, donc le type de support, du bois, de l'alu, etc.
Et il doit ensuite préciser, une fois qu'il a renseigné le support, quel est le type de produit qu'il souhaite coller. Pareil, le matériau qui compose ce produit-là. Et automatiquement, l'appli va te proposer la colle, toute marque confondue, hein, MDD comme marque nationale, la colle qui semble être la plus pertinente à l'attente du client, voire même à la géolocalisation de cette référence dans le rayon. Oh, tu te rends compte Incroyable. jusqu'où on va et le bénéfice que ça peut générer pour le client en termes de confort d'achat Ouais. et de rapidité, hein, bien sûr, de localisation. Donc tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle le merchandising de relation. Et la dernière catégorie, ben, à mes yeux, c'est la plus importante. Voilà, on ne peut pas faire sans les trois précédentes que je viens d'évoquer. Elles font partie de l'équation de la performance, hein, en termes de merch. Mais alors, sans cette dernière, tu peux dire que ton merch, ça servira à rien. C'est le merchandising de gestion. Le merch de gestion est insuffisamment travaillé aujourd'hui dans le monde du retail. C'est-à-dire qu'on va attribuer un certain nombre de facings un peu au hasard, parce qu'on a un peu de place. On va mettre tel produit parce que le fournisseur nous a un peu poussé la main à hauteur d'yeux ou de main, à hauteur favorable, notamment à hauteur de main. Et je te rappelle que le positionnement idéal, c'est 1 mètre 30, hein, voilà, hein, à hauteur de main. Hein. Ensuite, tu as l'hauteur d'yeux, au-delà de 1 mètre 30, entre 1 mètre 30 et 1 mètre 70. On estime que la hauteur maximale sur une gondole, c'est 1 mètre 80, et idéalement 1 mètre 70. Hein. Aller au-delà, c'est déraisonnable, c'est inaccessible pour le client. Et la zone la moins intéressante, c'est la zone basse, en dessous d'un mètre, où le client est obligé de se baisser, où on a parfois, du fait que les tablettes sont assez ramassées, on a un manque de visibilité dès que les premiers facings sont détruits sur les produits qui sont en dessous. On positionne parfois de manière maladroite des produits, des familles de produits dans des endroits qui sont stratégiques, dans le point de vente et dans les rayonnages, alors qu'au préalable, quand tu fais ton plan de masse ou ton plan à la ref, il te faudrait sortir tes marges de chaque référence que tu souhaiterais implanter et te dire, voilà, alors tu as plusieurs clés d'entrée, hein. Tu sors ton chiffre, ton volume et tes marges. Tu peux pondérer les trois. C'est un peu ce qu'on appelle en merch l'indice de sensibilité. Et moi, je préfère pondérer très largement, voire prendre le critère marge comme critère unique, hein, puisque la rentabilité est bien évidemment l'élément crucial. Et en fonction de ces éléments-là, tu te dis, est-ce que la place que j'ai accordée à cette marque et à l'intérieur de cette marque à tel ou tel produit, est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est cohérente par rapport à la quote-part en termes de contribution à la marge de cette même marque ou de ce produit à l'intérieur d'une marque, la quote-part, marge, famille ou sous-famille? Si j'ai une marque qui génère, je ne sais pas, on va dire au hasard, bien sûr, 10% du chiffre d'affaires et de la marge d'une famille de produits, j'aurai tout intérêt à faire en sorte que la place que je vais accorder à cette marque soit de 10% du mètre linéaire développé. Alors bien sûr, c'est pas aussi arithmétique, car il y a une question de packaging, il y a une question également de monopole. Ça sert à rien de mettre Nutella à 80% de part de marché sur 80% de part de linéaire. Et on n'a pas besoin d'avoir ce ratio-là arithmétique aussi précis, tu vois, mais avoir euh, une idée la plus précise possible sur la contribution à la marge ou en fonction du critère que tu retiens, oui, c'est fondamental. Et c'est ce qu'on appelle le merchandising de gestion. C'est accroître la rentabilité au mètre linéaire et le merch a cette vertu-là, a cet objectif-là. Voilà les Euh, quatre types de merchandising qui se complètent comme tu peux le voir. Et si tu le veux, après, juste après, je te laisserai réagir peut-être par rapport à ce que je viens d'évoquer. On parlera des, euh, des questions qui se posent aujourd'hui dans la distribution au travers, par exemple, du vrac, du trad, du bio, en m'appuyant sur le merch de gestion. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles? Hein, donc, si tu veux, si on pourra en discuter ensemble. Mais voilà les quatre types de merchandising qui structurent toute approche merch dans un point de vente. Ouais, d'ailleurs, je te remercie, Philippe. C'était bien en tout cas de refaire le point sur ces quatre notions. Moi, je le vois en tout cas le merge comme une boîte à outils avec, voilà, je peux jouer sur mon merge de gestion, mon merge plutôt de séduction, mon merge de communication, etc. Donc, je le vois vraiment là-dessus et je trouve, en fait, voilà, je trouve ça passionnant à chaque fois de jouer sur ces différents items.
Toi, de ton expérience, tu penses qu'il manque des choses, tu vois, sur la boîte à outils merchandising? Voilà, quand je suis manager de rayon, voilà, est-ce que cette boîte à outils déjà elle est bien utilisée? Est-ce qu'il manque des choses? Et puis, bah, surtout comment, bah, voilà, comment je peux bien l'animer et comment je peux naviguer parfois entre, bah, la bonne performance commerciale et puis, sans trop dégrader, l'expérience client, tu vois? C'est souvent un peu, je trouve un peu la difficulté. Oui, effectivement, c'est en fait, tu as raison, je vais peut-être commencer par la fin de ta question. C'est comment utiliser le merchandising pour alimenter une expérience d'achat la plus aboutie, différenciante possible, sans oublier notre priorité, qui est d'accroître la performance commerciale et économique de notre rayon ou de notre point de vente. Parfois compliqué, hein, Mmh. parce que tu vois, quand on arrive dans une saison où on fait, je pense à l'ultra frais, on fait des têtes de gondole où on a la forme du Père Noël avec les danettes par exemple. Oui, 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 je les Euh, vois très, très bien, ouais. Mmh. alors faire ça, euh, c'est beau, mais à faire et à entretenir, c'est impossible. On a autre chose à faire, on peut pas. Alors le fournisseur est là et généralement c'est lui qui nous le fait. On essaye de le maintenir pendant une ou quelques journées, mais voilà, ça fait partie, on va dire, d'une image, d'une signature, d'un bien-être, voilà, un effet waouh. Euh, donc il en faut. Et tout dépend de ta stratégie, bien évidemment. Il en faut, mais il faut pas faire que ça, parce que là, en termes de merchandising de gestion, c'est une catastrophique. Là, ta rentabilité, elle est entre la masse salariale que tu utilises pour générer ça et la performance économique, cette tête de gondole ou des produits que tu mets en avant, elle est catastrophique. Hein, le ratio est catastrophique. Donc tu vois, tout dépend de ce que tu veux faire de ton merch à un certain moment. Il va falloir prioriser le merch de séduction lorsque tu veux apporter une signature expérientielle, lorsque tu veux travailler une image, lorsque tu veux travailler un confort d'achat, une expérience, en tout cas quelque chose qui te différencie de tes concurrents, soit un instant T, soit ça fait partie de ta stratégie, et derrière une dimension quand même de rentabilité qui doit être plus poussée. Alors, je reviens sur ta première question, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui alimente la boîte à Ouais. outils du manager? Alors, pour moi, il y a un élément qui est fondamental, Adrien, qui existe dans la plupart des enseignes. Et celles qui ne l'ont pas, il faudrait qu'elles le développent, mais de manière prioritaire. C'est ce que nous appelons la revue de marché. Alors, elle peut avoir une dénomination différente en fonction des enseignes. Cette revue de marché, elle est capitale notamment pour les nouveaux managers qui arrivent, qui sont nommés à la tête d'un rayon, ces managers qui ne connaissent pas la saisonnalité des produits, qui ne connaissent pas les clés d'entrée du rayon, qui ne connaissent pas les parts de marché. Et tu as énormément d'informations qui te sont communiquées. Alors je t'évoquais les clés d'entrée, mais tu vois, dans une revue de marché, on va te préciser en fonction de la strate de ton point de vente combien d'éléments il faudrait que tu aies sur la famille de produits. Au-delà du nombre d'éléments, on va aussi te dire combien d'étagères. Mais on va te dire également combien de références. Tu vois, c'est pour te dire que ça, tu peux pas le savoir quand tu arrives dans un rayon, et même parfois quand tu es là depuis quelques années. Je peux te dire que jeter un œil sur une revue de marché actualisée, c'est quelque chose qui doit se faire d'office avant toute réimplantation. Des données qui sont fondamentales. Donc, soit elles sont pas utilisées, elles existent, elles ne sont pas utilisées, soit elles n'existent pas et il faudrait d'urgence les développer. Euh, et avec une petite précision, et ça va me donner l'occasion de t'apporter euh, une précision sur deux modèles économiques qui sont totalement opposés, le modèle intégré et le modèle indépendant. Et là, pour moi aussi, c'est une limite, tu vois, du merch. À mes yeux, il ne faut pas, et d'ailleurs les chiffres sont là pour le confirmer, hein, quand tu regardes les parts de marché, les évolutions de chiffre d'affaires, tu retrouves dans les trois premières places Inter, U et Leclerc, en termes d'évolution hein, de parts de marché. Au-delà hein, de la croissance externe liée au rachat de Casino, même quand tu gommes ça, ce sont les trois enseignes qui progressent le plus, depuis 10 ans déjà. Car leur modèle d'indépendant performe et en tout cas supplante totalement le modèle intégré. Et pourquoi Casino alors il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment, hein, mais pourquoi Casino, l'hyper en tout cas, n'a pas fonctionné? Parce qu'il était beaucoup trop centralisé.
Aujourd'hui, tu as Auchan qui commence sérieusement à avoir une vision de plus en plus décentralisée. Et Carrefour, n'en parlons pas. Regarde le nombre de magasins qui passent en location-gérance chaque année. De l'autonomie et de la régionalisation dans les assortiments et dans les concepts merch qui sont proposés, on en trouve de plus en plus, alors qu'il y a 15 ans en arrière, tout était dicté. Alors, je me rappelle, je travaillais à Casino, donc j'ai cette vision de l'enseigne centralisée. On te disait, ce produit-là, c'est sur le troisième pont, sur 3 facings, à Et c'est tel comme ça. prix, et c'est comme ça. Et tu avais la direction régionale qui passait et qui pointait à la limite, qui sortait le plano et qui te pointait le plano. C'est d'une bêtise, mais absolue. En fait, seul le manager dans son point de vente et le directeur ou la directrice peut appréhender de manière la plus fine et la plus pertinente possible des indices locaux de consommation, des attentes spécifiques. Il doit y avoir une adaptabilité inévitable localement des plans de masse et des plans à la rêve qui sont proposés en centrale nationale. Alors, on tend, même les enseignes centralisées tendent vers ça, et fort heureusement, hein, mais les enseignes indépendantes le font depuis tout le temps. Depuis tout temps. Et aujourd'hui, cette adaptabilité, alors s'il n'y a pas que ça qui fait que les enseignes indépendantes dominent la distribution alimentaire, en l'occurrence française, hein, il y a d'autres éléments, bien évidemment, stratégie d'achat, prix, il y a d'autres éléments qui sont complémentaires au merchandising. Mais le merchandising et l'autonomie accordée aux managers contribuent également à cette performance. Alors, il y a un petit bémol concernant les planos qui sont descendus dans ces revues de marché ou les planos qui nous sont donnés par notre centrale. Souvent, ces revues de marché ou ces planos ne sont pas suffisamment actualisés. C'est, tu vois, l'une des limites. Je te disais, dans la boîte outils, c'est bien d'avoir ces planos, ces revues de marché, mais à condition que ça soit actualisé. Et à mes yeux, une actualisation annuelle, c'est ce qu'il faudrait. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Les catégories managers au national n'ont pas forcément le temps, la souplesse pour actualiser autant les planos, mais il le faudrait. Parce que j'ai imposé, moi, quand j'étais dans le circuit, à mes managers de rayon, une réimplantation par an. C'est un minimum à mes yeux. Ou voire un recadrage. Allez, si on part pas sur une réimplantation, au moins un recadrage. Sûr. Euh, dans certains rayons, c'est 4 réimplantations par an. Les rayons saisonniers, fruits et légumes, ou encore, tiens, le rayon surgelé. Tu l'implantes en avril pour te mettre en configuration d'été, où tu élargis, où tu mets en place donc toutes tes crèmes glacées et tu élargis tout ton sucré. Et au mois de septembre, dès que les températures commencent à baisser, tu réduis ton sucré et tu redéveloppes tes QTT, tes quiches, tartes et tourtes. Puis fin novembre, tu implantes tous tes produits saisonniers, que ce soit les crustacés, que ce soit les bûches glacées, et que tu les désimplantes, en tout cas ton reliquat, janvier, dès la fin des fêtes, pour te remettre en configuration hivernale en attendant le mois d'avril et la configuration estivale. On ne se rend pas compte de la lourdeur du travail que c'est dans la réimplantation, parce qu'il faut des bras, il faut un investissement, il y a une réflexion en amont également avec la construction d'un planogramme. Donc c'est quelque chose de, tu vois, de chronophage qui demande un investissement et un engagement. Mais c'est indispensable. Euh, T'as des telles évolutions, des changements, alors à la fois des variations de conso et puis du renouvellement et de l'évolution de familles de produits que t'as forcément besoin de cette agilité, cette adaptabilité aussi au métrage. Donc c'est, tu as raison. Une fois par an, je pense que c'est le minimum, mais ouais, c'est vraiment curseur bas. et tu vois, une fois par an pour les rayons, et on dit toujours, alors parfois la fréquence est plus importante, hein, euh, les nouveaux concepts d'enseigne, on estime qu'un tous les 10 ans est un minimum. Et Hmm. souvent, c'est moins. Tu vois, on n'attend pas 10 ans pour pondre un nouveau concept merch. Là, il y a des nouveaux concepts sortis chez Casto qui datent de 2023. Pareil 2023 chez Decathlon qui sont... alors, ce sont des tests qui sont effectués dans des magasins pilotes en France et en Espagne. Alors, pour Decathlon. Et donc pour l'instant, c'est en cours de réflexion, en cours d'analyse pour voir une généralisation, mais c'est pour te dire que oui, il y a une nécessité de rafraîchir tes implantations, même à l'échelle d'un point de vente et d'une enseigne, pour ne serait-ce te mettre en conformité par rapport à des nouvelles tendances de consommation. Sûr. Sûr. Aujourd'hui, les nouveaux concepts merch,
intègre une économie servicielle et une économie circulaire d'ailleurs. Donc aujourd'hui, dans tous tes nouveaux concepts merch, que ça soit Leroy Merlin, Casto, Decathlon, même Kaby, tiens, ils ont sorti aussi un nouveau concept qui est testé en Espagne et au magasin pilote qu'ils ont au siège, où il y a un îlot central qui a été constitué. Et dans cet îlot, tu as toute une économie servicielle qui est proposée avec la personnalisation, la customisation des produits. Tu as le service à location également, une poussette par exemple. Tu as un service de réparation, brodeuse. Donc tu vois ça, et parlons pas également l'économie circulaire au travers de la seconde main, hein, archi présente Ouais. dans tous les concepts. Hein. Tu as des éléments, Decathlon, hein, Kiabi, tu as des éléments qui sont destinés dans toutes les grandes familles, catégories de produits destinés à la seconde main. Mais tu vois, les nouveaux concepts merch intègrent systématiquement cette économie circulaire et servicielle qui se Ouais. développe aujourd'hui dans le retail. J'ai eu la chance de visiter donc le Kiabi à Petite Forêt, qui était, je crois, le premier, enfin, du moins, qui était le magasin test sur le nouveau concept. Et à mon sens, il coche toutes les cases parce qu'on y retrouve exactement ce que tu disais, cette dimension servicielle, la location, la seconde main. On retrouve aussi une sphère un peu de digitalisation, d'omnicanalité, de digitalisation, puisqu'il y avait des écrans, où on peut commander, etc. Un nouveau concept un peu plus frais, dans les codes identitaires, actuels. En tout cas, je trouve que ouais, ce concept et en tout cas sur ce point de vente, c'est une très bonne illustration de tous les enjeux du moment. Ouais. Quelque chose du coup que ne fait pas Kiabi, c'est le vrac. Est-ce que toi, tu as un exemple ou une illustration de ouais, d'une bonne pratique ou un magasin qui le travaille, très bien? Alors le vrac, c'est un dilemme. Tout à l'heure, je te l'évoquais, comme le bio, comme le trad. Le vrac, c'est une grande question aujourd'hui. Euh, alors on est obligé d'y aller pour plusieurs raisons. La première, une raison légale. D'ici 2030, 20% des produits de grande consommation devront être convertis en vrac. 2030, c'est demain. Hein. Donc c'est pour ça que toutes les enseignes aujourd'hui réfléchissent au sujet, comment faire en sorte de mieux gérer le vrac. Autre avantage du vrac, ben, le vrac, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit 15% moins cher, en tout cas minimum 10, mais idéalement 15% moins cher que le produit emballé classique que l'on trouvera, conventionnel, que l'on trouvera dans le rayonnage. Donc dans le contexte économique tendu de pouvoir d'achat actuel, je peux te dire que le vrac a également sa place, tu vois. Autre dimension positive, c'est bien évidemment le côté vertueux, environnement parlant, moins de plastique, moins de carton, moins d'encre. Donc à partir de là, ça a cette dimension environnementale extrêmement attendue par les clients, mais également par le monde politique qui nous pousse dans cette direction-là. Donc tu vois, le vrac a totalement sa place. Mais alors par contre aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Catastrophe en termes de chiffres. Hein, on ne fait pas beaucoup de chiffres avec le vrac. En tout cas aujourd'hui. Hein. Deux, la casse monumentale. Et en plus en ratio avec un chiffre qui est pas là, encore, pas encore là, tu as ce ratio qui était très largement défavorable. Tu as des linéaires qui sont souvent vides, mal entretenus. Au niveau des balances, tu as des tas de sachets qui sont laissés par les clients parce qu'ils ont une déconvenue en termes de prix ou ils se sont trop servis. Bref, tu as en fait une gestion, on ne sait pas faire. Les retailers classiques ne savent pas faire. Alors, j'aime beaucoup l'initiative d'Auchan. J'ai pas encore les résultats. Alors Auchan est un peu perturbé en ce moment. Peut-être les résultats, on ne les aura pas tout de suite. Mais je sais pas si tu es au courant. Le, le vrac a été externalisé en 2023 dans un ou deux magasins test. Et Auchan a noué un partenariat avec l'entreprise Day by Day. C'est une structure de retail spécialisée dans du vrac, souvent de commerce de toute petite taille de centre-ville. Ils sont hyper performants hein, en termes de vrac, que ça soit dans le sourcing, que ça soit dans la gestion, que ça soit dans les achats. Bref, ils savent faire. Et donc,
Auchan a décidé d'externaliser la gestion de ce vrac et de concéder finalement cette gestion à Day by Day. Mais finalement, tu vois, je me dis, quand on ne sait pas faire, il vaut mieux aller récupérer. Alors, je connais pas les accords d'Auchan, hein, je te donne Ouais. un pourcentage que je connais quand tu externalises. Tu vas chercher entre 15 et 20%, parfois un tout petit peu plus, dans le cadre d'une externalisation. Mais aujourd'hui, je peux te dire que dans les nouveaux concepts Merch, tu as euh, une dimension plus de shop in the shop qui se développe dans les enseignes, qu'elles soient alimentaires comme non alimentaires, mais même dans la lit. Et justement, ce shop, dans le point de vente, il est externalisé. Et il le sera demain de plus en plus, Adrien. Quand tu n'as pas les bras, regarde aujourd'hui les difficultés de recrutement que nous avons. Nous n'avons pas les compétences, nous n'avons pas les bras. On ne sait pas faire. Ça nous génère une casse de malade. À un moment donné, si tu as un acteur qui arrive et qui te dit, moi j'ai les hommes et les femmes pour gérer ça, j'ai mon expertise en termes de gestion, en termes d'achat, d'approvisionnement, ben oui, ben tu te dis, finalement, avoir ce rayon-là, si je déduis ma casse, je vais avoir une rentabilité nette peut-être de 5%, maximum 10%. Ben, je préfère avoir une rentabilité de 20% en concédant l'affaire et ne pas aller au-delà, malheureusement. Mais de toute façon, je n'irai pas au-delà étant donné que je ne sais pas faire. Donc tu vois, ça, c'est aussi une tendance qui s'observe dès aujourd'hui, hein. La cornérisation, c'est le terme que nous utilisons en merchandising, la cornérisation du point de vente, donc de multiples corners, avec dans ces corners-là, ça peut aller jusqu'à donc d'avoir des magasins dans le magasin, shop in the shop, et pourquoi pas externaliser en ayant un savoir-faire. Alors j'aime aussi beaucoup dans cette cornérisation les partenariats qui sont noués entre enseignes. Alors tu vois, tu avais par exemple la famille Muliez avec toutes les marques qui gravitent autour, Decathlon, Boulanger et autres. Ils avaient décidé, ils ont fait des tests, bon visiblement ça n'a pas été concluant parce qu'ils ont reculé, de faire du Boulanger dans du Auchan, faire du Decathlon dans du Auchan, un corner dédié. Aujourd'hui, il y a un partenariat qui perdure hein, entre Thirier et U, par exemple les coopératives U, où tu as une partie du surgelé où la marque Thirier apparaît et tu as le concept Thirier avec des frontons Thirier, etc. Et donc un savoir-faire Thirier, c'est ce qui intéresse U, hein, c'est-à-dire une qualité, un savoir-faire proposé aux clients U. Voilà, et ça, c'est une autre tendance qui s'observe et Ouais. qu'on est obligé d'inclure dans notre réflexion merchandising. C'est cette cornérisation, ces partenariats, cette externalisation à laquelle il faut réfléchir. Alors je reviens sur le vrac, puisque c'était ta question. Moi, je dirais, et je dis à mes clients que j'accompagne aujourd'hui, si tu mets les moyens, vas-y, et n'externalise même pas. Tu gères, mais il te faut des moyens. Il te faut des moyens en homme et en femme pour bien acheter, bien réassortir, bien entretenir tout au long de la journée, et à ce moment-là, tu peux sortir une rentabilité intéressante. Mais si tu n'as pas les moyens ou si tu ne te donnes pas les moyens, n'y va pas parce que ça sera une véritable catastrophe. Donc à ce moment-là, soit tu y vas pas et t'attends la contrainte légale, mais ça serait une erreur de reculer, tu sauteras pas plus haut et plus loin. Soit tu externalises et à ce moment-là, on verra les résultats du partenariat qu'Auchan a mis en place avec Day by Day. Soit tu externalises et pourquoi pas. Cette externalisation, tu la retrouves partout, hein, un rayon pâte fraîche, le sushi, un bar à tapas, Carrefour par exemple, etc. Donc ouais, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus, même dans le textile, hein. Tu as des corners CA dans certaines enseignes de GSA. Alors tu l'avais à Casino, bon même Casino a fermé ses portes, basculé donc soit Auchan, soit Inter. Mais tu vois, ça va carrément sur du CA qui était présent chez Casino. Ou chez Cora d'ailleurs aussi, hein, Cora qui aujourd'hui est passé sous bannière Carrefour, même si la branche super de Cora, Match, reste encore sous nom Match, ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que tu vois, quand on parlait de merch d'organisation, euh, voire merch de séduction également, euh, les, les- les supermarchés Match ont cette réputation d'être hyper performants sur le trad. Ah, pour moi, c'est une école. Pour moi, toute enseigne qui voudrait développer le vrac, il faut faire une petite visite, faut aller voir du match parce ils sont vraiment très très forts. Et voilà pourquoi aussi Carrefour
n'a pas switché l'enseigne parce qu'il y a ce dénominateur qui est très puissant, qui colle à la peau de cette marque-là, avec un esprit trad hyper développé, et tu as des concepts merch sur le trad qui sont magnifiques. Je rebondis sur. C'est vrai que moi j'ai eu enfin, tendance un peu à mettre de côté, mais et cette notion de cornérisation, elle est présente. Moi je l'ai vécu, en tout cas, l'implantation d'un corner plutôt GSS dans de la GSA, et d'un point de vue merch, ça soulève des questions qui sont extrêmement intéressantes. Comment mon concept, bah, finalement, mon merchandising doit s'adapter à des volumes, à du flux client qui a absolument rien à voir avec ce qu'on a dans un magasin GSS classique. Donc ça soulève des questions de mobilier, ça soulève aussi une question de base. Est-ce que ça s'adapte bien aussi à ton client? Est-ce que tu es sur la bonne cible? Donc, d'un point de vue de merch, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, Philippe, là, j'aimerais inaugurer une nouveauté avec toi dans l'épisode. Alors, je suis pas encore bien sûr, hein, je vais être honnête avec toi du nom de cet exercice. Je l'ai appelé Anti-Manifesto. Et en fait, je voudrais te partager des choses que j'ai souvent entendues ou qu'on m'a dit en réunion. Et puis voilà, avoir ton point de vue et peut-être me rechallenger là-dessus. Moi, souvent, on m'a dit en réunion, ouais, le planogramme, c'est un super outil, mais ça sert à rien. Faut que ce soit de la centrale d'achat, faut que ce soit descendant. Tu en penses quoi? Bon, t'as déjà un peu répondu tout à l'heure, Ouais, mais j'ai un peu répondu. Ah, mais je vais enfoncer le clou alors. Mais tu vois, et à la limite, tu me donnes l'occasion de nuancer. Alors ma réponse est archi non, hein, tu t'en doutes bien. Si joue le jeu du oui ou du non, mais je vais nuancer. Il est dommage que l'on s'appuie pas malgré tout sur nos catégories managers. Nous avons des équipes au national qui ont une expertise en la matière, qui ont du réseau avec les directions commerciales des grandes marques, et qui ont énormément de data, beaucoup plus que nous localement. Et ça serait quand même dommage qu'on s'appuie pas sur cette data, sur cette expertise, sur cette connaissance et sur ces planos qui nous descendent de la centrale. Ça serait une erreur même, une erreur manifeste. Par contre, lorsque ce plano arrive entre les mains du manager local, il doit l'adapter inévitablement. Je te l'ai évoqué tout à l'heure, donc j'y reviens pas, en fonction des indices saisonniers, parce qu'entre un point de vente qui se trouve à Strasbourg et un point de vente qui se trouve à Biarritz, tu te doutes bien que au-delà de la saisonnalité, tu as un indice météorologique qui fait que certaines familles de produits, tu peux les maintenir pendant tout l'hiver, car il y aura une consommation de produits habituellement plutôt en saison pendant l'été et qui se fera toute l'année du fait de la douceur du climat, ce qui ne sera pas du tout le cas dans un point de vente de Strasbourg. Donc ça c'est la météo, mais c'est aussi surtout une consommation locale. Et qui mieux que le manager dans son point de vente, face au client, en observant le client, en échangeant avec le client, il sait très bien ce qui part et ce qui part pas. D'ailleurs, Adrien, je disais et je continue à dire aux clients que j'accompagne, euh, passe dans ton rayon le soir à la fermeture, ou si tu es un manager produit frais, tu passes le matin à l'ouverture à 5 heures. Et tu verras, inévitablement, des facings qui se sont détruits, et beaucoup détruits. Et à côté de ça, indépendamment de la promo, hein, admettons sur sans influence de vente promotionnelle, et à côté de ça, tu as des facings qui n'ont quasiment pas bougé. Alors, c'est dommage. Tu ruptes sur un produit parce que tu as une capacité de stockage en rayon qui est insuffisante. Et à côté de ça, tu as un nombre de facings beaucoup trop large sur un produit qui ne le mérite pas au regard de ses ventes journalières. Si tu n'as pas la possibilité de réassortir dans la journée, ce qui est malheureusement le cas dans la quasi-totalité des points de vente, il te faut, dans la constitution de ton planogramme, faire en sorte que ta capacité de stockage corresponde à minima à ta vente journalière. De sorte que quand tu blindes ton rayon le matin, tu puisses tenir jusqu'à la fin de la journée sans aucun problème. Et ça, c'est un postulat de base, tu vois, en termes de merch. Quand tu fais tes relevés de rupture, il y en a deux qui sont intéressants. Le matin à 8h30, qui te permettra de voir comment tu es, qui te permettra de mettre à jour tes stocks, qui te permettra de mettre en place des plans d'action et des priorisations, mais aussi, il te faut faire
un relevé de rupture un vendredi à 17 h à la réouverture. Car c'est là où tu vas te rendre compte de la dimension que je viens de t'évoquer. Si l'attribution de facing que tu as accordée à telle famille de produits, à telle marque, à telle référence, a été suffisante pour absorber les ventes, ou le sera à 17 h pour absorber la réouverture. Et c'est là où tu te dis, il faut que je recadre mon rayon. J'ai pas assez de facing sur cette sous-famille de produits, sur cette marque-là, j'en ai trop sur d'autres. Donc, tu vois, alors là, je me suis un tout petit peu éloigné, mais ça m'a permis de t'apporter une précision sur un élément que j'avais pas encore évoqué. Donc, ma réponse, elle est, il ne faut en aucun cas que les plans soient descendants. Il faut qu'on utilise par contre ces plans, mais avec une adaptabilité locale. Ok. Philippe, j'aime beaucoup, tu parles avec passion. Et peut-être un Euh, peu trop, Adrien. C'est ça, je ouais, non, parle. non, non. Deuxième point d'anti-manifesto, on me dit toujours la rupture, il faut la cacher. Il faut pas que le client y voit qu'il manque la rupture. T'en penses quoi, Philippe? Ah, il y a deux écoles, hein, Adrien. Alors Ah, pour ouais, moi, je c'est sais. clair. Il faut surtout pas la masquer. Il faut la laisser apparente. Mais je sais qu'il y en a qui, on a des patrons de magasins qui imposent à leur manager de la masquer, hein. C'est une erreur. Une erreur, et je vais même, alors je vais légitimer, hein, mon point de vente, et ce pour plusieurs raisons. Un, le client qui passe un rayon et qui ne voit plus l'étiquette, qui ne voit plus l'emplacement du produit, risque de se dire, ils ont déréférencé le produit et ils ne le font plus, donc je vais aller le chercher ailleurs. Et on risque de perdre le client. Deuxième raison, le client qui ne le voit pas en rayon va aller embêter un collaborateur qu'il va intercepter en disant: Monsieur, je cherche madame, je cherche tel produit. Ce collaborateur, peut-être qui ne sera pas du rayon, va perdre un temps fou à appeler ou aller chercher en réserve et pour finalement faire chou blanc. Donc, faire perdre du temps à un collaborateur. 3. Le client qui va chercher dans le rayon. Il va chercher parce qu'il va se dire ils ont encore réimplanté le produit et il va perdre du temps pour rien. Insatisfaction client. Et quatre dimensions aussi importantes, Adrien. Euh, Quand tu laisses une rupture apparente, le matin quand tu passes, ou même dans la journée, je peux te Mm. dire que tu la vois, ça te fait tilt, si tu te dis, tiens, j'ai oublié de regarder mon stock théorique, de m'assurer de le corriger. Le manager va percuter tout de suite et va réagir. Et n'oublions pas, et alors là, c'est purement merch. Quand tu vas recadrer, admettons, tu fais sauter l'étiquette, tu masques le produit, tu rajoutes du facing sur les produits qui sont à côté. On Une produit semaine revient. après, quelques jours après, le produit va revenir. Et je peux te dire qu'on ne s'en rappellera pas précisément si le produit de droite et de gauche, ils avaient combien? 4, 5, 6, 7 facings. Alors, ça sera un peu à la louche. Et voilà comment les plans qui sont faits, les réimplantations qui sont faites, bougent dans l'année au gré de ces retours de produits. Alors que si nous maintenons l'étiquette à gauche du premier facing, tu figes ton implantation de sorte que tu ne perdes à la fois pas de temps à réimplanter ton produit, mais en plus, ça te permettra d'être certain d'avoir le plan de base validé par la centrale, validé par tes soins, qui sera maintenu tout au long de l'année. Donc, tu vois, pour toutes ces multiples raisons, j'invite à laisser donc les ruptures apparentes. Alors, je vais juste mettre un bémol, Adrien. Si tu sais que tu as une rupture qui va durer Genre 4 mois. plusieurs semaines, pire, plusieurs mois, liée à un déréférencement, lié à une rupture de matière première, là, bien évidemment, on ne va pas laisser un rayon vide pendant 2 mois si on sait qu'on n'aura pas le produit pendant 2 mois. Donc là, je nuance un tout petit peu ma réponse. Là, oui, il faut réutiliser la place. Hein, je suis parfaitement aligné avec ces 4 ou 5 points, Philippe. Et voilà, en tout cas, moi, quand j'ai lu ton livre, je sais que voilà, tu avais fait un petit encart spécifique sur on ne masque pas la rupture. Et je l'avais dégusté, ce petit encart. Autre point de l'anti-manifesto, moi, on m'a toujours dit, Adrien, plus tu mets de produits en rayon, plus tu viens faire de chiffres. D'après toi, tu penses que c'est vrai? Alors oui, la base du merch, et notamment le merchandising promotionnel, plus tu massifies, plus tu scénarises, alors là on va carrément plus loin, mais plus tu massifies, plus tu vends, hein. Plus tu as de produits, plus de masse tu as, plus tu vends. Alors, mais comme tu vois, alors je vais répondre oui parce que je joue le jeu de ton nouveau concept, et à la fois, je suis obligé de nuancer. Euh, tu vois, le nouveau concept de Decathlon va à l'inverse de la massification produit où tu as des points de vente qui dégoulinent de marchandises. Là, tu as un minimum de rationalisation
avec de la théâtralisation sur du mannequin, avec énormément d'espace non marchand, des allées, un COS qui est favorable à l'expérience d'achat, et donc la massification est beaucoup moins présente. Euh, Deuxième limite, si tu décides d'avoir un paquet de références, un paquet de choix et de la masse, tu risques de manquer de maître linéaire développé pour l'entreposer. Et le mauvais réflexe que je vois régulièrement dans les points de vente, c'est que lorsque tu ne peux pas développer ton maître linéaire au sol, tu vas chercher de la place en développant ton maître linéaire développé, c'est-à-dire en rajoutant une ou plusieurs niveaux d'étagère, un ou deux ou plusieurs ponts. Le problème avec ça, c'est que tu écrases ensuite ton linéaire, tu tues la lisibilité de ton offre. Alors oui, tu vas gagner un maître linéaire développé, mais finalement, tu tues la lisibilité de ton offre. Parfois, tu es même contraint, le client est contraint, tu sais, de basculer le produit, d'incliner le produit pour pouvoir le sortir du rayon, car sinon il bute sur l'étagère du haut. Ça, c'est la catastrophe en termes de merch. Et tout obstacle à l'appréhension du produit par le client est un obstacle au chiffre d'affaires. Donc tu vois, oui, il faut massifier. Il ne faut pas voir la gondole, ça c'est clair. Hein. Dès que tu vois le fond de ta tablette, dès que tu vois de la gondole, c'est pas bon, c'est pas favorable à la vente. Mais attention, ça a malgré tout ses limites. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle un peu sur, ces différents points, je reviens à cette idée de curseur. C'est, toujours trouver le bon, voilà, la bonne intensité entre, du penser client et favoriser l'expérience d'achat et ne pas, trop dégrader le commerce. Il y a vraiment, voilà, vraiment j'ai envie de dire ça, hein, le merch ça sera peut-être ma conclusion d'ailleurs Philippe, le merch c'est juste une histoire de curseur. Tu vois, je le vois bien comme ça. Hem, on n'a pas parlé, de tout ça. Alors, on a un petit peu parlé tout à l'heure, tu évoquais ce merchandising de gestion. Alors il existe beaucoup d'indices, en tout cas, il existe beaucoup d'outils, d'un point de vue merchandising pour analyser la performance, et cetera. Heu, Ça serait quoi vraiment les quelques, allez, les quelques pas notions, mais en tout cas les facteurs d'analyse et comment les KPI vraiment qu'on peut poser sur le merchandising. Et voilà, je sais qu'il y en a pléthore, mais voilà, selon toi, pour un manager qui se lance, il doit s'animer sur un top 3, top 5. Alors, tu as raison d'aborder ce sujet parce que ce que je vois trop souvent, c'est qu'on réimplante, on met en place un nouveau concept, et ensuite, il n'y a pas de suivi, ou si peu. Lorsque tu décides de réimplanter et que tu fais des tests, hein, en l'occurrence, il est important d'analyser des indicateurs de performance de post-réimplantation pour être certain qu'elle a été pertinente, ta réimplantation. En frais, t'attends un mois. Tu réimplantes, t'attends un mois, tu peux pas attendre plus longtemps parce que tu risques d'avoir un taux de démarque inconnu qui explose si tu t'es planté dans tes choix. Pour le PGC, tu attends allez, un bon trimestre, 3 mois, pour être certain que en corrigeant de toute incidence promotionnelle et saisonnière, bien évidemment, pour être certain que ton implantation a été pertinente. Et pour le nonal, tu peux attendre 6 mois. Voilà, 6 mois pour être certain que tes choix ont été les bons, parce que si tu attends pas suffisamment, finalement, tu aurais une vision qui serait trop limitée, trop arbitraire. Donc, il faut quand même laisser du temps de vie à ta nouvelle implantation. Voilà, je souhaitais quand même t'apporter cette précision parce que c'est important. Les indicateurs. Alors, je vais être obligé d'aller au-delà de 3 parce que, en fait, il y a un mix qui est plus important, mais je vais pas les développer. Je vais simplement te les citer et je vais Ouais. par contre plus développer le top 3 sur lequel tu m'invites à réfléchir. Le premier indicateur, c'est le taux de transformation, hein, c'est-à-dire sur 100 clients qui rentrent dans un point de vente, combien ont acheté le produit de la famille que j'ai réimplanté. C'est ça, le taux de transformation. Hein. Donc, je passe vite. L'évolution de ton chiffre d'affaires, voilà, ça c'est évident. L'évolution de ton chiffre et de ta marge, ça, pour moi, c'est ma priorité. Si tu réimplantes, il faut qu'il y ait une incidence en termes de chiffres et de rentabilité. Et d'ailleurs, tu as un indicateur, hein, c'est la rentabilité au mètre carré et plus, de manière encore plus précise, une rentabilité au mètre linéaire développé, où tu fais ce ratio entre la marge absolue et le mètre linéaire développé que tu as accordé à la famille de produits. Et tu sors comme ça ta rentabilité au mètre linéaire développé. Tu as souvent, je réimplante un rayon car j'ai un taux de rupture trop élevé. Donc tu vois, tu peux te dire, je vais mesurer mon taux de rupture post-réimplantation. Est-ce que j'ai moins de rupture parce que j'ai réattribué suffisamment de fascines aux familles qui le méritent aujourd'hui par rapport à la saison ou par rapport à la tendance de consommation? Tu vois, ça c'est un indicateur qui est important.
Autre indicateur, alors oui, celui-ci, je m'y arrête un peu parce que comme le chiffre et comme la marge, il est capital, et finalement c'est le top 3 et c'est le panier moyen. Alors le panier moyen alimentera ton chiffre, hein. On réimplante souvent parce qu'on a une problématique de panier moyen trop bas. Et on va faire en sorte de développer l'achat d'impulsion, on va faire en sorte de positionner des familles contributrices au chiffre et à la marge à hauteur d'yeux et de main. Et donc, une bonne réimplantation te permettra de développer ton panier moyen. Je pense au nouveau concept Picard, par exemple. Tu vois, en 2022, ils ont lancé un nouveau concept avec l'objectif premier qui était d'augmenter le panier moyen. Et donc, ils ont, allez, si je te fais trois priorités pour Picard. Un, développer du meuble haut. Alors ça, c'est une révolution. Ils travaillaient que sur du Mm. meuble bas jusqu'à présent. Et pour augmenter le mètre linéaire développé, ben, ils n'avaient pas la possibilité de faire du mètre linéaire au sol. Ils ont travaillé de la hauteur. Alors, de la hauteur sur du mobilier réfrigéré, donc surgelé, mais également sur du mobilier sec, parce que le deuxième axe, au-delà du mobilier, le deuxième axe pour aller chercher une augmentation de panier moyen, ça a été de diversifier l'offre. Ils ont rajouté de l'épicerie, ils ont rajouté du vin, ils ont rajouté également du non alimentaire, pelle, moule à Les cake, bento bref, box. etc. Tout ce qui est lié bien sûr à la cuisine. Et ça a été un axe pour aller chercher du panier moyen. Et le troisième axe, intéressant, et je le retrouve d'ailleurs chez Monoprix, ça, à la caisse. Alors, Monoprix l'a pas développé à la caisse, il le développe sur des tables comme le concept FatMag avec Intermarché. C'est-à-dire, tu as une idée recette qui est proposée. Et l'idée recette, tu as tous les ingrédients qui sont regroupés dans un endroit, de sorte que tu puisses, si la recette te plaît, ben, tu as tout sur place, tu le prends, tu le mets dans ton panier. Picard a souhaité mettre en place ça avec dégustation d'ailleurs, à proximité de la caisse. Et le client se laisse séduire par cet achat d'impulsion complémentaire, puisqu'il a fait ses achats, il va rajouter ce dernier élément, et voilà comment tu vas augmenter le panier moyen. Donc, je reviens sur cet indicateur de panier moyen, qui est un élément fondamental, qui te permet de savoir si tu as été performant ou pas dans tes choix merchandising. Mm. Et Voilà. alors, je me permets aussi de rajouter, alors, il n'y a pas forcément d'indicateurs, quoique on peut réfléchir, mais moi j'aime bien aussi poser la question de comment ça vit. Et tu peux avoir fait le plus beau des merchandising, si voilà, tous les 5 minutes, tu es obligé de tout refaire parce que bah, je sais pas moi, la PLV s'accroche mal, ça vit mal au bout d'un samedi de commerce, et tu te rends compte que c'est en vrac. Voilà, il y a ce comment ça vit. J'aime bien aussi le rajouter à tous ces critères de performance. Tout à fait. Bah, je te propose d'aller sur la troisième et dernière partie. Voilà, c'est quoi ton actualité, Philippe? Alors, tu nous as parlé d'un second tome. Alors déjà, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ton livre qui est sorti cet été? Est-ce que tu es content de... Ouais, est-ce que, est-ce que c'est OK par rapport au KPI que tu as posé sur le livre? Alors écoute, les ventes sont très bonnes. C'est vrai que je suis ravi. Et tu vois, au-delà des ventes, ça m'a donné l'occasion de rencontrer un personnage merveilleux qui est le PDG de Coopérative EU, Dominique Schelcher, qui m'a fait l'honneur de signer la préface de mon ouvrage. Donc nous avons eu l'occasion de travailler bien sûr cette préface ensemble et c'est au-delà de ses compétences, c'est un homme qui est pétri de valeurs qui sont d'ailleurs très représentatives dans l'enseigne U, hein. Donc on les retrouve dans les points de vente, on les retrouve chez les associés. Et ça, tu vois, c'est rien que ça, cette rencontre humaine a été formidable. Et dans un de ses posts qu'il a émis sur LinkedIn, il a caractérisé mon livre comme unique en son genre et comme une référence dans le métier. Et alors, au-delà, bien sûr, du plaisir que cela m'a procuré de lire ces mots-là, finalement, oui, l'objectif est atteint parce que l'origine de mon livre, ça date de 2023. J'étais toujours dans cette quête permanente de connaissances additionnelles et j'ai fait une recherche en tapant sur un moteur de recherche gestion d'un point de vente. Voilà, je voulais savoir ce qui existait et en fait aujourd'hui tu avais pas de livre. Tu avais des livres qui étaient de très bons livres qui sont spécialisés sur des concepts, par exemple le merch, mais ils traitent que le merch, ou le stock, la gestion des stocks, ils traitent que le stock, mais tu n'avais pas d'ouvrage qui finalement t'apportait un véritable guide entre tes mains, de bonnes pratiques, avec tous les outils nécessaires. Et là, cet ouvrage, en fait, il apporte ça, d'où
le côté unique aujourd'hui. J'ai énormément de retours de lecteurs et de lectrices qui me disent enfin un livre sur le retail, enfin une expérience, parce que ce qui ressort dans mon livre, c'est tout ce que tu as peut-être ressenti dans notre échange, c'est-à-dire un côté très terrain. Je suis issu du terrain. Puisque j'ai travaillé 20 ans, comme je te l'évoquais tout à l'heure, sur le terrain. Et aujourd'hui, je suis encore sur le terrain, puisque j'accompagne les managers, les enseignes, depuis plus de 10 ans, dans le cadre de mes formations managériales ou de gestion commerciale. Donc ça, mon ouvrage est rempli d'anecdotes, est rempli d'informations très opérationnelles que tu peux mettre en place dès demain dans le magasin. Finalement, le langage que j'emploie est un langage qui est totalement compris par le lecteur, parce que il se met à ma place. C'est comme si finalement il évoquait ce que j'écris, parce qu'il évoque, parce qu'il le vit dans son quotidien. Donc, euh, Enfin, donc en voilà tout cas, moi, un je l'ai premier vraiment retour. ressenti comme ça, ouais. Très opérationnel et très, euh, bah, c'est la vraie vie, quoi, j'ai envie de dire. Je l'ai vraiment ressenti comme ça, ouais. Et tu vois, il manque. Alors, même si tu as. Dans cet ouvrage, tu as deux aspects. Tu as l'aspect commerce. Alors, commerce, par exemple, l'expérience client, tu as comment réduire le taux de rupture, et tu as aussi un aspect gestion, comme augmenter tes marges, réduire ton taux de démarque, bref, etc. Et j'ai bien sûr pimenté ça d'une dimension managériale, mais très limitée. Et donc, pour compléter, je viens de finir l'écriture d'un deuxième ouvrage qui se consacrera exclusivement au management. Donc, ce triptyque, tu vois, de base, hein, qui est la gestion, le commerce et le management. Et donc, cet ouvrage, comme je te l'évoquais en introduction, sortira à la fin du premier semestre. Comme ça, la vision sera totale. Il y aura une dimension très poussée management, également de terrain, que j'ai vécu tout au long de ma carrière. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris. On attend la sortie avec impatience. Voilà. Écoute, Philippe, on arrive au terme de l'épisode. Est-ce que, voilà, avant de poser le mot de la fin, est-ce que voilà, je peux te laisser carte blanche? Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose ou faire un résumé de tout ce qu'on s'est dit d'un point de vue merch? Voilà, je te redonne le micro. Mais le merch, encore une fois, a une dimension capitale en fait dans la vie et dans la performance économique du point de vente et d'une enseigne. Donc, ne négligeons pas cet aspect-là. Lorsqu'on n'a pas les outils, ou lorsqu'on ne sait pas où ils se trouvent, ou lorsqu'on ne sait pas les lire, les utiliser, par exemple une clé d'entrée, hein, tout le monde ne sait pas ce que c'est une clé d'entrée, et pourtant c'est fondamental. Un sens de circulation dans un point de vente. Si tu l'as pas appréhendé au départ, tu peux implanter ton rayon à l'envers. Donc les conséquences peuvent être terribles en termes de panier moyen et de chiffre d'affaires. Donc tu vois, si tu as pas ces informations-là, si tu ne sais pas quoi en faire, il faut te faire accompagner, interroge ton N+1, interroge notre manager, un collègue qui a cette expertise-là, mais il faut s'aguerrir. Il faut savoir où se trouvent ces outils, il faut les utiliser et pour faire en sorte, et je terminerai par ce mot-là, puisque j'ai introduit notre podcast finalement avec cette dimension-là, il faut faire en sorte que notre merch nous supplée dans le point de vente. Quand on n'est pas là, quand nos équipes sont pas là, il faut qu'ils jouent le rôle de ce fameux vendeur silencieux. Bon, en tout cas, j'ai été ravi de parler merch avec toi. En plus, on a évoqué vraiment beaucoup, beaucoup de notions. Donc, si je devais poser un peu la conclusion de l'épisode, je vais reprendre un peu mon image de curseur. Et je trouve que c'est ça le merch, hein, c'est mon curseur entre le pensée client et la gestion en passant par de l'organisation, le côté humain. Donc, voilà, c'est ce côté curseur systématique. Je trouve que tu as vraiment appuyé et tu as vraiment en tout cas donné du sens sur la technicité du merch. Et voilà, on a parlé de planogramme, on a parlé de plein de notions. Et voilà, et je le redis et je trouve que c'est toujours important de le redire, c'est quelque chose de technique et c'est en tout cas un vrai outil, et ça c'est mon troisième point, c'est un vrai outil de performance, en surface et pour les managers et il faut pas le mettre de côté. Et le dernier point, c'est que, bah, voilà, c'est la vie du consommateur, la vie du retail et tu l'as parfaitement illustré, il se passe plein de choses, dans la distri et le merch en tout cas doit être au rendez-vous.
D'une part parce que, il faut suivre ces évolutions et surtout que c'est la résultante en tout cas de beaucoup de choses, de beaucoup de stratégies et donc voilà, donc on retrouve en tout cas, Amerge présent sur le bio, le RAC, l'expérience client, la digitalisation et ça, je trouve ça en tout cas, extrêmement intéressant. Voilà, donc Philippe, je te remercie encore, une fois pour, ta participation, pardon et bah, voilà pour cet échange plus qu'enrichissant. Merci beaucoup. Et merci à toi, Adrien, de cette invitation. Et c'est toujours un plaisir de réaliser des podcasts de la sorte et ravi de l'avoir réalisé aujourd'hui avec toi. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur deux. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.